Passion moderniste, Vive le roi! Vive le roi! le podcast qui éclaire Versailles, la cour, le peuple, la reine, le clergé. l'histoire moderne. La terre est proche. La thèse est osée. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion moderniste. Je m'appelle Fanny Cohen-Moreau et dans ce podcast, je vous propose de rencontrer de jeunes chercheurs et chercheuses en master ou en thèse qui étudient l'histoire moderne. Et pour rappel, l'histoire moderne, c'est un peu cette période qui s'est glissée entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, c'est-à-dire en gros pour l'Europe occidentale, entre les années 1500 et 1800. Le but de ce podcast est vraiment de vous faire découvrir des choses sur l'histoire, même si vous n'y connaissez rien. Épisode 38. Blandine et Thomas Cromwell, c'est parti. Il y a des gens que ça intéresse Non, personne. Rebonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons enfin, je dis enfin parce que c'est vrai que j'en parle vraiment peu dans mes podcasts, mais nous allons enfin parler d'histoire anglaise. Et notre guide temporel, spatial, temporel, c'est Blandine de Motz. Bonjour Blandine. Bonjour Fanny. Alors Blandine, je te reçois parce que depuis septembre 2022, tu es doctorante à l'université Cergy, Paris Université, encore université qui change de nom tous les 4 matins. Mais donc tu es en études anglophones, déjà tu n'es pas en études d'histoire seulement, en études anglophones sous la direction de Guillaume Coatalen et de François Pernaut, et donc tu travailles sur Thomas Cromwell. Donc c'est un homme du début du XVIe siècle qui a été le conseiller et le ministre principal du roi Henri VIII d'Angleterre. Oui, c'est bien celui qui a zigouillé beaucoup de ses femmes. Et donc il a été son conseiller entre 1532 et 1540. Et plus précisément, tu travailles sur sa correspondance. Donc voilà, aujourd'hui, on se plonge dans l'histoire anglaise et on va suivre la vie de ce fameux Thomas Cromwell, que peut-être que les personnes qui écoutent ce podcast ont déjà entendu parler, mais vous allez voir, c'est une vie plutôt rocambolesque. Alors déjà, vraiment, pour commencer, Blandine, pourquoi est-ce que tu as voulu travailler sur ce sujet ? Ça découle en fait de mon sujet de M1 où je travaillais sur la correspondance de Thomas More. Et il y a une lettre de Thomas More qu'il écrit depuis la Tour de Londres où il est emprisonné pour hérésie notamment. Il écrit à sa fille donc et il lui explique qu'un homme nommé Thomas Cromwell, qui est ministre, est venu l'interroger dans sa cellule et qu'il a fait preuve d'une rhétorique, disons, tout à fait impressionnante, qu'il a tout tordu tous les arguments dans tous les sens pour arriver à faire dire à Thomas More ce que Thomas Cromwell voulait entendre. Oui, il faut s'habituer, ils s'appellent tous Thomas. Et j'ai été très impressionnée en fait par la maîtrise de Thomas Cromwell à ce moment-là et je me suis dit que ce serait intéressant. Et en fait, là, tu travailles sur la correspondance. Est-ce que ça a déjà été étudié ? Et qu'est-ce que toi, tu veux montrer dans ta thèse ? Alors, la correspondance à cette époque-là, elle est souvent étudiée d'un point de vue historique ou purement d'un point de vue civilisationnel, comme nous on dit en études anglophones. Donc, comment ça peut nous aider pour comprendre le contexte ? Et moi, ce que je cherche, c'est plutôt une analyse qui va aller vers le littéraire. Et donc, je vais me saisir d'arguments rhétoriques, des études pragmatiques, voilà, ce genre de choses. Et ça, c'est plutôt novateur. Donc, c'est plus ce côté littéraire qui t'intéresse. Oui. Mais on va voir que tu connais quand même bien la vie de ce fameux Cromwell. On va en parler aujourd'hui. Alors déjà, pour planter un petit peu le décor. Alors là, vraiment, comme on n'y connaît rien dans ce podcast, enfin, pas qu'on n'y connaît rien, mais en tout cas, moi, j'y connais pas grand-chose en histoire de l'Angleterre. Donc, raconte-nous quel est le contexte historique. Raconte-nous dans les grandes lignes, un petit peu, parce que sinon, on pourrait y passer 4 heures. Mais que se passe-t-il en Angleterre au début du XVIe siècle ? Alors au début du XVIe siècle, notamment à partir de 1509, il y a le roi Henri VIII qui accède au pouvoir. Il n'était pas prédestiné au trône à la base, puisqu'il avait un frère aîné, mais qui est mort en 1502. Donc quand Henri VII meurt en 1509, c'est Henri VIII qui prend sa place. Et il fait partie d'une nouvelle génération de monarques. En fait, il arrive au pouvoir à peu près en même temps que François Ier en France, donc, qui arrive au pouvoir en 1515, et que Charles Quint, qui arrive sur le trône d'Espagne en 1516, et qui devient chef du Saint-Empire romain germanique en 1520. Donc c'est toute cette nouvelle génération de monarques qui a à peu près le même âge à 10 ans près, à ce moment-là. Et il faut quand même se souvenir aussi que, plus particulièrement en Angleterre, la dynastie Tudor, elle est nouvelle encore, puisqu'elle a commencé qu'en 1487 avec Henri VII. Donc il y a un problème de légitimité à ce moment-là, il faut encore asseoir la légitimité et ça va être le travail d'Henri VIII. Sur le plan géographique, évidemment, l'Angleterre, elle est isolée parce que c'est une île. Elle a Calais quand même, qui est la toute petite province, la dernière sur le continent, mais avant tout, elle est isolée géographiquement.
Et d'un point de vue démographique et économique, elle n'est pas du tout en queue de peloton en Europe, mais elle est quand même bien derrière la France et l'Espagne. Donc encore une fois, il faut essayer de se mettre un peu en avant sur le devant de la scène, de devenir une grande puissance en fait. Parce que c'est pas encore une grande puissance à la même échelle que la France à cette époque-là? Elle est moins peuplée et elle est moins riche, assez nettement, même si, voilà, c'est pas, comme je l'ai dit, elle est pas du tout en queue de peloton, mais quand même, elle est derrière. Et donc il faut essayer d'asseoir sa position, et on a plusieurs leviers, donc la religion, contre la montée du protestantisme notamment, et aussi à ce moment-là, la France et l'Espagne se font la guerre dans les guerres d'Italie, et l'Angleterre, elle peut pas prendre parti, parce que si elle prend parti, elle prend le risque d'être du côté du vaincu, et c'est pas nécessairement une très bonne idée. Donc elle ménage la chèvre et le chou à droite, à gauche, hop, comme ça elle est du côté de personne, comme ça marche, et elle essaye de se faire à l'arbitre des grands conflits à ce moment-là. Ok, c'est bien, là, tu nous as bien placé ça. Oui, on redit effectivement, on va beaucoup parler de religion dans cet épisode. En plus, le protestantisme, donc la religion protestante qui émerge, voilà, au début de ce siècle en Europe. J'ai déjà fait quelques épisodes sur les guerres de religion plutôt en France. Allez voir tout ça. Donc aujourd'hui, dans cet épisode, on va parler de Thomas Cromwell. On va y aller chronologiquement, parce que, spoiler, sa fin de vie est assez, disons, spectaculaire. On va garder ça pour tout à l'heure. Mais déjà, raconte-nous. Quand est-ce que naît Thomas Cromwell? Dans quel milieu il grandit? Qu'est-ce qu'on sait de sa famille, de son enfance? C'est quoi les bails? Alors, on n'est pas très sûr. On a un peu des doutes, un peu sur tout en fait. Donc je vais tout le temps dire certainement, peut-être, on sait pas trop. Il naît vers 1485 à Putney. Aujourd'hui, ce serait dans la banlieue sud de Londres. À l'époque, c'était pas du tout dans Londres. Il y a beaucoup d'incertitudes, mais sa famille serait peut-être de la petite bourgeoisie avec a priori un père qui serait aubergiste, entre autres. Il y a débat là-dessus, mais on sait que son père, il avait des problèmes avec la justice quand même. Il est sur plusieurs registres de loi pour des amendes, ce genre de choses. Sa mère, elle aurait été peut-être d'origine irlandaise lointaine, mais sans grande certitude non plus. Il est probablement allé à l'école, parce que ses parents avaient les moyens. Et a priori, il avait 2 sœurs, dont une sera l'aïeule de Oliver Cromwell, qui est l'autre Cromwell connu. Que les gens, parfois, on confond les deux Cromwell. Ouais, c'est ça, assez souvent en fait. Mais ils ont un siècle d'écart. Même si, bon, j'admets que Oliver est quand même plus connu que Thomas, ils ont un lien de sang, en fait, réellement. C'est à peu près tout ce qu'on sait de son enfance. Ah oui, on sait que ça. Ouais. Bon, là, on sait pas encore grand-chose, mais on va pas pouvoir évoquer tous les détails de la vie de Thomas Cromwell. Mais Blandine, je te propose qu'on avance dans sa vie en évoquant les épisodes les plus importants pour donner des clés de compréhension aux auditeurs et aux auditrices sur des événements et donc mieux les comprendre. Alors déjà, on l'a dit tout à l'heure, il va devenir conseiller du roi, mais déjà, avant d'arriver à ce grand poste, quel a été son parcours une fois qu'il a été adulte? Même un peu avant d'être adulte, on sait qu'à 15-16 ans, à peu près, donc au tournant du siècle, il est parti de chez lui, direction les Pays-Bas. Alors comment? À l'époque, il était pas rare que les personnes s'engagent comme matelots sur des bateaux, mais vraiment juste pour faire la traversée de la Manche. Une fois qu'il a été aux Pays-Bas, il s'est peut-être mis au service d'un soldat français qui était engagé dans les guerres d'Italie, ce qui l'a fait voyager jusqu'à Florence. À partir de là, il aurait peut-être été à la bataille de Garigliano, qui est une des grandes batailles des guerres d'Italie, mais on sait pas trop. Et à partir de là, il y a divers récits un peu plus ou moins romanesques qui le présentent mourant de faim dans les rues de Florence, voilà, ce genre de choses, bon. Mais a priori, il aurait été pris au service de la famille Frescobaldi, qui est une grande famille de marchands florentins, et qui se serait dit « Ah, il a l'air bien élevé ce petit anglais, en plus il parle anglais, ça peut être utile dans le commerce, notamment le commerce textile. » Et donc il a été pris à ce service-là, donc à Florence un moment, puis ensuite à Venise, ensuite on sait qu'il retourne à Anvers, toujours dans le commerce textile. Donc il a beaucoup voyagé, ouais, dis donc. Il a beaucoup voyagé, ça fait de lui quelqu'un de très intéressant, parce qu'à ce moment-là de sa vie, il est quand même pas si vieux que ça, et il maîtrise déjà 4 langues. Et c'est pas commun à l'époque, on est d'accord? C'est pas très commun, non. Il maîtrise l'italien, ce qui est quand même une langue qu'il est de bon ton de maîtriser, mais voilà, et par exemple, il maîtrise parfaitement l'anglais puisque c'est sa langue natale, et ça c'est moins courant, et ça peut être utile dans les affaires, notamment parce que aux Pays-Bas, il y a un gros commerce textile avec l'Angleterre. Donc c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui maîtrise tous les côtés, en fait, des langues. Et alors pourquoi est-ce qu'il est pas resté aux Pays-Bas? À quel moment est-ce qu'il revient en Angleterre? A priori, à partir des années 1510, peut-être 1513, il rentre en Angleterre. Et là, il va devenir plus ou moins avocat. Alors, c'est pas du tout avocat au sens où nous, on l'entend aujourd'hui. Il va plutôt s'occuper des petites affaires juridiques des gens, un testament par-ci, régler une doléance par-là, ça va être ce genre de choses. Parce qu'il a pas fait d'études, pour être avocat. Il fait ça. Peut-être qu'il travaillait avec son beau-père aussi, en même temps, toujours dans le commerce textile. Donc ça, c'est ce qu'on sait de sa vie avant qu'il entre, en fait, dans ce qui va le mener en politique, quoi.
comment est-ce qu'il arrive en politique alors ? Dans les années 1520, il est repéré par le cardinal Thomas Wolsey, encore un Thomas. Et alors lui, c'est le premier ministre principal du roi à ce moment-là. Ça fait quasiment 10 ans à ce moment-là. Du coup, il est repéré par cet homme qui a bien besoin de quelqu'un pour lui gérer ses petites affaires juridiques et un peu financières aussi. Et donc en 1523, Wolsey prend Cromwell à son service. Donc en fait, il se rend utile par son expérience de l'italien, notamment parce que Wolsey, c'est quelqu'un qui aime le luxe. Et donc il se fait construire un immense tombeau. Et pour cela, il a un architecte italien qui travaille le marbre de Carrare. Et donc, Cromwell, il parle italien. Et donc, du coup, il est bien utile pour la construction de ce tombeau. De ce que tu me dis, c'est que vraiment, il a réussi à accéder à ces strates d'influence, ces strates de pouvoir, par son éducation, par son expérience. Et tout ça, il a réussi à montrer sans avoir fait d'études préalables. Oui, c'est vraiment de la compétence pure, en fait. Et c'est même ce qui va caractériser toute sa vie. C'est un self-made man de l'époque. Là, pour de vrai, c'est un vrai self-made man. Parce que des fois, on dit oui, un self-made man, mais quand on regarde, il avait un tonton qui était super bien placé. Là, non, pas du tout. Non, a priori, non, voilà, son père, il était aubergiste. C'est pas non plus ce qu'il y a de plus pauvre dans la société anglaise, c'est la petite bourgeoisie. Mais enfin, c'est pas ministre du roi, quoi. Donc, il accède au poste de conseiller du roi Henri VIII en 1530. Mais là, comment ça s'est passé, cette accélération en moins de 10 ans, il est passé de juste repéré par un ministre à conseiller du roi. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Et en fait, il s'est rendu très utile par sa compétence auprès de Wolsey. Et il était un peu dans toutes ces affaires-là, et donc Henri VIII savait qu'il existait, mais enfin c'était pas, c'est un gars quoi, je veux dire, peu importe, c'est un mec qui est au service d'un mec qui est à son service, donc ça n'a aucune importance pour lui. Le problème, c'est qu'à partir de 1528-29, ça se gâte vraiment pour Wolsey parce qu'il n'arrive pas à mener les affaires du roi comme le roi le voudrait, notamment l'affaire du divorce. Et donc, à partir de ce moment-là, Cromwell, qui a quand même un lien très fort personnel avec Wolsey, il va essayer de sauver Wolsey et il va faire appel à toutes les faveurs qu'on lui doit à la cour, et donc les courtisans vont parler de lui en bien auprès du roi, etc. Et Cromwell va parvenir à sauver Wolsey. Et bon, jusque-là, voilà, mais en 1530, Wolsey meurt, de cause normale. Non, pour une fois, sous Henri VIII, ça se passe bien. Et donc, à ce moment-là, Cromwell, il est dans les bonnes grâces du roi, et il a plus le boulet qu'est Wolsey, en fait, à sa cheville, et qui pesait pour cause plus ou moins de trahison. Donc, en janvier 1530, il entre au service du roi, mais encore une fois, c'est un gars parmi d'autres. Il a une expertise quand même, et notamment un investissement, une diligence dans le fait de régler les affaires, qui le rendent assez utile. Et en 1531, il devient ce qu'on appelle Counselor at Large, c'est-à-dire que, en fait, il fait partie du conseil du roi. En fait, on l'appelle quand on a besoin de lui et de son expertise ponctuellement. Mais sinon, il est pas tout le temps là. Est-ce que tu peux nous dire aussi 2 mots de comment est organisée la cour en Angleterre à cette époque-là, et est-ce que c'est comme en France ? Alors globalement, le roi, il a plusieurs petits conseils qui ont plus ou moins d'importance. Il a un conseil qu'on appelle le conseil privé, qui va surtout être des gens qui vont avoir son oreille, etc. Et il y a un conseil qui va être plus politique et qui va être pour gérer les affaires du royaume. Et à ce moment-là, il y a quand même un ministre principal, donc c'était Wolsey, et après ça va être Cromwell, et cette personne-là, elle a à peu près la même position que Anne de Montmorency en France auprès de François Ier. C'est une position d'omnipotence et d'omniprésence, c'est-à-dire qu'il est tout le temps là et il gère tout. Et ça en irrite certains, évidemment, mais il fait quand même un gros travail. Ok, donc là, Thomas Cromwell, tu m'as dit, il accède au poste de conseiller, là, le terme anglais que tu m'as dit, je vais même pas essayer de redire, mais là, il est encore l'un parmi d'autres. Oui, à ce moment-là, il est encore un parmi d'autres. Il siège au Parlement, il a une expérience juridique, il se rend utile, il travaille bien. En fait, il a tout pour plaire, quoi. Mais il a quel âge à ce moment-là, donc ? À ce moment-là, on est au début des années 1530, il a 45 ans. Et donc là, quelle est sa place politique à ce moment-là ? À ce moment-là, il se rend utile, réellement, c'est ça, Il se rend. Il n'a pas de domaine attitré. Alors, il est plutôt sur le juridique, quand même, Et notamment, il s'illustre parce que il est carré dans son traitement des affaires, il rédige des actes, ce qu'on appelle des actes pour le Parlement, et c'est carré. Ouais, c'est un administratif, mais qui est reconnu pour ce qu'il fait, parce qu'il écrit, mais il arrive aussi à incarner ce qu'il écrit, c'est ça ? Même encore aujourd'hui, si on devait parler de lui, je pense que le mot principal qu'il caractériserait, ce serait un administrateur. Vraiment, c'est ça. Il a tout le temps le nez dans ses papiers, c'est un administrateur et il fait le boulot, il fait ce qu'on lui demande en temps et en heure, voire davantage. Mais est-ce qu'il est force de proposition ? Oui. J'ai l'impression de faire un entretien d'embauche à LinkedIn. J'espère que Thomas Cromwell sera recruté. Mais il a pas à ce moment-là vraiment de force de proposition encore, parce que il faut vraiment être un peu plus dans les petits papiers du roi. Et en fait, la question de la force de proposition de Cromwell, c'est tout l'argument de ma thèse. C'est de savoir s'il a cette force d'argument ou non. Parce qu'il est plutôt reconnu comment ? En fait, il a un peu souffert de l'historiographie, notamment parce que il était peut-être plus du côté évangéliste
que du côté catholique à l'époque. Ouais. Et donc, après sa mort, certains protestants s'en sont servis comme une figure martyre, certains catholiques s'en sont servis pour en faire le bouc émissaire de la réforme et dire c'est à cause de lui, désormais, si nous sommes anglicans. Et donc, à partir de là, il a été assez fortement décrié, en fait, pendant plusieurs siècles dans l'historiographie. Il était vraiment le petit homme sournois qui avait manigancé la réforme. Et ça, c'est jusqu'aux années 50. Et dans les années 50, il y a un grand monsieur, George Les années Elton. 50, 1950. Oui, de 1950. Un grand monsieur, donc George Elton, qui a opéré vraiment une réhabilitation du personnage et qui, bon alors lui, il l'a vu très positivement, très très positivement. Trop. Et un peu peut-être. En fait, il a voulu voir en lui l'architecte en fait de ce qu'il appelle la Tudor Revolution, mais en fait, c'est tout à fait discutable de savoir s'il y a vraiment une révolution, etc. Mais en tout cas, il a montré à quel point c'était un administrateur modèle. Depuis, on nuance un petit peu ces propos-là, mais bon, voilà. Eh bien, Monsieur Cromwell, que proposez-vous de faire à ce sujet? Que votre Majesté me pardonne, mais je crois que nous devrions plutôt trouver les moyens de promouvoir votre nouvelle monarchie. À quoi avez-vous pensé? Nous pourrions produire des pièces de théâtre, Majesté. Des pièces, pourquoi? Parce que c'est le moyen idéal de mettre devant les yeux du peuple à la fois l'abomination et la cruauté de l'évêque de Rome. C'est aussi le meilleur moyen de donner la preuve à vos sujets qu'ils doivent obéissance absolue, par la volonté de Dieu et nos lois, à votre Majesté. D'accord. Je vous confie donc, monsieur le secrétaire, le soin de financer et de produire quelques bonnes pièces. Nous devons faire l'impossible pour que notre réforme avance. On vient d'écouter un extrait de la série Les Tudors, donc où Thomas Cromwell est représenté. Alors justement, qu'est-ce que tu penses de cette représentation? C'est toujours un peu difficile de se confronter à ce genre de choses quand on est à fond sur un sujet, disons. Notamment parce que c'est romancé, c'est fait pour plaire au public, donc il faut que ce soit accrocheur sur certaines choses et tout. Après, ça donne une bonne idée générale quand même de Cromwell, le fait qu'il soit tout le temps habillé en noir. Alors, nous aujourd'hui, on a l'impression que ça fait de lui quelqu'un de sombre, etc. Mais à l'époque, c'était juste un signe de richesse. D'être habillé en noir, c'est un signe de richesse? Ouais. Lui, il montrait clairement sa richesse. Il est montré comme quelqu'un qui a beaucoup de conversations, il est montré comme quelqu'un qui travaille beaucoup, il a toujours le nez dans les manuscrits, il a toujours des papiers à la main, voilà. Et ça, c'est vrai. Tout ça, c'est des choses qui sont assez vraies. Après, voilà, il y a quand même un manque de nuances pour moi qui fait parfois faire des choses un peu fausses à la série, à mon avis. En fait, il y a une modernisation du personnage pour plaire au public qui fait dire un peu des choses fausses. Mais dans la même veine, à mon avis, il vaut mieux voir ou lire Wolf Hall de Hilary Mantel. Ça, c'est très très bien documenté et ça a été même plébiscité par plusieurs historiens de la période comme vraiment très bien documenté. D'accord, parce que du coup, là, effectivement, j'imagine on en a pas trop parlé, mais là, côté vie personnelle, il est plus maintenant qu'un fils d'aubergiste, il a dû bien s'élever maintenant. Alors oui, il est riche, hein. Franchement, franchement, il est riche. On a beaucoup de papiers de Cromwell qu'il a laissés qui sont pas ses lettres. Donc on a des testaments, des listes de choses qu'il possède, ce genre de choses. Et ça permet de se rendre compte quand même que, ouais, il est fortuné à ce moment-là. Après, ça se reflète pas nécessairement dans son mode de vie. A priori, il avait une santé un peu fragile, avec des épisodes de maladie, peut-être. Et il avait une femme qu'il a peut-être épousée en 1514, Elizabeth Wilkes. Et on sait qu'il a eu 3 enfants, Anne, Grace et Gregory. Elizabeth, Anne et Grace sont mortes pendant l'épisode de peste de 1529. Ah. Et donc, il lui reste que son fils, Gregory. Il a peut-être eu une fille illégitime, Jane, mais on sait pas. Ok, il y a beaucoup de points d'interrogation alors sur lui. Alors revenons un petit peu effectivement à sa vie mouvementée. Alors il y a un événement qui est justement traité forcément dans la série, c'est les affaires des mariages et annulations des mariages du roi Henri VIII. Et d'après ce que j'ai compris, Thomas Cromwell a joué un rôle important dans ces histoires, n'est-ce pas? Alors oui, c'est des questions qui sont hyper complexe parce que chaque mariage avait chaque mariage et chaque séparation, disons, ont plusieurs raisons. Très souvent, on a dit que c'était Henri VIII qui était peut-être mené peut-être moins par son cerveau que par une autre partie de son corps, mais c'est pas très vrai sur le fond. Alors d'abord, il est marié avec Catherine d'Aragon, c'est son premier amour, mais il veut divorcer d'elle, notamment parce qu'il a pas d'héritier garçon. Il a qu'une fille, Marie, qui va ensuite régner d'ailleurs, et pour ça, il faut obtenir un divorce pour plusieurs raisons, et le pape ne veut pas lui donner. Forcément, le pape joue son rôle de pape. Ah, le pape, il donne bien des divorces à l'époque, hein. Mais là, il en donne pas pour une raison particulière, c'est que Catherine d'Aragon, c'est la tante de Charles Quint. Ah oui. Et Charles Quint, il a une puissance sur le pape. Il le tient par le collet parce qu'il a envahi Rome en 1527. Donc en fait,
vraiment accéder à la demande d'Henri VIII de divorce, ce serait se mettre Charles Quint à dos, et franchement, il a pas besoin de ça. Là, c'est vraiment un coup à plusieurs bandes, quoi. Ouais. C'est là un coup parce que c'est très international, là. Oui, c'est très très international comme question. Et puis il y a d'autres questions aussi puisque à la base Catherine d'Aragon elle était mariée avec le frère d'Henri VIII, Arthur. Elle dit que le mariage avec Arthur n'a jamais été consommé. Donc c'est pour ça qu'elle a pu se marier à sa mort Donc, avec le voilà, frère. en fait, elle avait déjà eu une dispense papale pour se marier avec Henri. Alors bon, le pape, il a déjà dispensé une fois. Donc là, effectivement, qu'est-ce qui se passe alors devant le refus du pape? Eh ben, ce qui se passe, c'est que donc Wolsey, dont on a parlé tout à l'heure, il échoue à obtenir le divorce. Et là, à ce moment-là, Cromwell, il vient avec une idée intéressante, c'est qu'il propose que ce soit pas une question religieuse, il propose que ce soit une question juridique. Il dit, globalement, on n'a pas l'autorisation du pape, bah c'est pas grave, on va s'en passer de l'autorisation du pape. Waouh. Et globalement, voilà, il propose que le roi, Henri VIII, devienne le chef de l'Église d'Angleterre, parce qu'il n'a pas d'ordre à recevoir du pape. Et non, mais on en parle de cette idée, parce que c'est incroyable, parce que, d'où ça vient cette idée-là? Parce que c'est un renversement total. Alors, c'est assez ancien, en fait, il a pas inventé ça sur la minute. D'accord, ok. Et l'idée vient pas seulement de Cromwell, c'est déjà une idée qui circule à ce moment-là. Ça remonte au XIIIe siècle, carrément à la Magna Carta, où globalement, le roi a dû écraser une révolte de barons et a dit bon, mais maintenant, vous êtes gentils, mais si vous êtes pas content de moi, vous ne faites pas appel au pape. Et les barons ont dit ok. Et donc ça remonte un peu à ça aussi, ça fait appel à ça, et ça légitime l'entreprise d'Henri VIII à ce moment-là aussi. Donc là, ça veut dire que Henri VIII va devenir chef d'une nouvelle église, l'église anglicane. Oui, elle s'appelle pas encore l'église anglicane. D'accord. C'est l'église d'Angleterre à ce moment-là, parce que Henri VIII, il se voit comme un catholique. Il est juste pas papiste, mais il est catholique. Et il est pas protestant non plus. Non, il déteste le protestantisme. Ah, donc c'est juste les Anglais font pas comme les autres. Oui, en fait, il choisit un peu à droite à gauche ce qui lui convient et ce qui lui convient pas, et voilà. Et comment réagit le pape alors? Il est pas ravi. Mais non, c'est pas possible. Il est pas ravi, alors il essaie de le faire changer d'avis, il y a tout un échange d'envoyés par-ci et par-là, et dans un sens et dans l'autre. Bon, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Bon, finalement, Henri VIII se fait excommunier. Oui, donc il y a Voilà. quand même une réaction assez violente. Mais même après, le pape dit encore non, mais vraiment, si vous revenez sur ce que vous avez fait, on lève l'excommunication. Henri VIII dit non. Oui, parce que c'est comme une forme d'hérésie, en fait. Oui, c'est ça. Par ce biais-là, oui. Et quel a été le rôle de Thomas Cromwell là-dedans, à part d'aider du point de vue administratif? Surtout ça, en fait. Ouais. Il fait surtout ça, et il va aussi garantir que le roi va pouvoir épouser sa nouvelle conquête à ce moment-là. En fait, il fait en sorte que tout soit fait à temps et dans l'ordre par rapport au protocole. Donc Anne Boleyn, qui est la future femme, elle ait un titre, parce qu'elle est enceinte à ce moment-là, que le mariage se fasse avant la naissance. Enfin, c'est ce genre de petites questions-là dont personne n'a envie de s'occuper. Henri VIII, il avait pas attendu le mariage, quoi, clairement. Non, il avait pas attendu le mariage. Mais d'un autre côté, ça avait peut-être un peu trop traîné par rapport à ses attentes aussi, cette affaire de divorce. Donc à ce moment-là, il se marie avec Anne Boleyn dans l'espoir d'avoir un fils. Sauf qu'Anne Boleyn, contrairement à Catherine d'Aragon, elle prend soin de ses intérêts à la cour. Et donc elle a le nez dans les affaires de la cour, de ce qui se passe. Et elle a un caractère qui est assez affirmé. Bon, parfois on voit dans certaines représentations, notamment dans la série Les Tudors, qu'il se hurle dessus avec Henri VIII. Bon, on sait pas trop évidemment, mais c'est possible. Et le problème d'Anne Boleyn, c'est que elle a pas de garçon non plus. Elle a une fille, Élisabeth, qui sera Élisabeth Ier, mais elle a pas de garçon non plus. Et bien sûr, on dit que c'est elle le problème, c'est ça. C'est toujours la femme le problème dans ce genre de situation. Donc Henri VIII, il en a un peu marre de ça, et il va se débrouiller, il va demander à ses conseillers de trouver une solution pour se débarrasser d'Anne Boleyn. Et la solution la plus simple pour se débarrasser d'une femme à cette époque-là, c'est l'accuser de trahison. Et d'adultère, et dans son cas, d'inceste, ce qui était probablement faux. Oh waouh, ah oui, c'est sérieux, quoi. Ah ouais, ça va loin, ça va très loin. Et donc, elle est exécutée. Comme ça, c'est fait. Oh, ah oui, quand même. Ouais. Et là, Thomas Cromwell, dans cette histoire, il fait quoi? Il a, une fois de plus, arrangé les détails juridiques. Donc, il y a eu un procès. Bon, évidemment, il a été expéditif, mais il y a eu un procès pour Anne Boleyn. Il a fallu s'occuper aussi des partisans d'Anne Boleyn à la cour, de les gérer un peu, voilà. Et puis lui, il avait pas le choix. S'il se débarrassait pas d'Anne Boleyn, c'était un peu pour lui aussi. Puis à ce moment-là, le roi, il a déjà une autre femme en tête. Là, on est en 1536. Ouais, lors de la mort d'Anne Boleyn, c'est ça? Oui. Parce que j'avais vu qu'effectivement, en 1534, Thomas Cromwell est devenu officiellement secrétaire principal et entre guillemets premier ministre du roi. Qu'est-ce que ça change pour lui et quels sont ses nouveaux rôles? Alors Cromwell, il était déjà secrétaire par intérim depuis 2 ans parce que le secrétaire à ce moment-là du roi, c'était Stephen Gardiner, mais il était en ambassade en France. Et donc il fallait bien qu'il y ait quelqu'un qui ait le sceau du roi pour signer les papiers, quoi, globalement, et pour faire le job. Et donc c'était Cromwell à ce moment-là. Et finalement, Cromwell va succéder officiellement à Gardiner à ce poste. Et quand on est secrétaire du roi, ce qu'on fait, c'est qu'on reçoit toutes les lettres. Alors on reçoit plusieurs types de lettres. On reçoit
d'abord les lettres qui sont indignes du roi, donc tout ce qui est demande de faveur, tout ce qui est un ambassadeur qui va écrire pour avoir un peu des sous, ce genre de choses, tout ça, on n'écrit pas au roi pour parler de ça. Donc toutes les affaires vraiment matérielles, c'est le secrétaire qui s'en occupe. Ça, c'est le premier type de lettre. Le deuxième type de lettre, c'est il va recevoir les lettres du roi aussi. Il va les trier et il va présenter au roi celles qui sont dignes de son attention. Ils vont en discuter et après il va se charger de rédiger la réponse ou non, parce que le roi rédige certaines lettres lui-même. Et il peut faire ça, le secrétaire, parce qu'il a une omnicompétence qui fait qu'il maîtrise toutes les affaires du royaume. Il sait tout ce qui se passe. Et donc, il est à même de faire ce tri et de le faire bien. Oh, donc c'est un poste super important qu'il occupe. Oui, c'est super important. Et puis voilà, une fois qu'il est ministre principal du roi, en fait, il gère tout. Il est là tout le temps, partout. Ok, alors dans la continuité de ce qu'on a évoqué avant, donc il y a un véritable schisme religieux qui se met en place, on l'a évoqué, donc Thomas Cromwell, en fait là devient l'acteur d'une vraie réforme religieuse, alors que pourtant il n'est que conseiller politique et pas du tout homme d'église. Oui, absolument. En fait, c'est une question qui est super intéressante parce qu'à ce moment-là, les hommes d'État, ils se divisent en deux catégories. D'un côté, il y a les hommes d'église, donc c'est des gens qui, en général, ont fait de hautes études à Oxford ou à Cambridge. Ils ont étudié la théologie ou la loi, en général. Et de l'autre côté, on a les laïcs. Souvent, ils viennent de familles qui n'ont aucune importance politique, ce qui leur évite de faire partie de factions. Il y a une théorie comme quoi, à l'époque, la cour du roi, elle était sous la domination de factions. Donc en fait, des familles qui ont des intérêts souvent divergents et qui donc se disputent pour avoir l'oreille du roi. Par exemple, Anne Boleyn et sa famille constituaient une faction. Les Aragon constituaient une faction. Oui, ça paraît plutôt logique en fait. Voilà. Alors, il y a des cercles d'influence, quoi. Ouais, leur importance à ces factions est remise en question, mais il est à peu près certain qu'elles avaient existé, parce que comme tu dis, c'est des cercles d'influence, il y en a eu à toutes les époques, quoi. Ouais. Et donc, dans cette catégorie d'hommes d'État laïcs, donc Cromwell fait partie. Oui, lui, effectivement, vu son milieu, vu son origine, il est pas du tout dans ces calculs-là. Voilà, lui en fait, il est dans la compétence pure. Et c'est ça qu'on cherche. Il s'est fait ses propres cercles. Ouais, et c'est ça qu'on cherche chez ces hommes d'État laïcs, c'est la compétence. En fait, le schisme, il vient en plusieurs étapes. On l'a déjà dit tout à l'heure, mais très souvent, on imagine que c'est parce qu'Henri VIII est tombé amoureux d'Anne Boleyn que tout à coup, boum, Église d'Angleterre. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Donc, comme on l'a dit plus tôt, Henri VIII, il n'arrive pas à avoir d'héritier. Il n'a qu'une héritière. Et en plus, Catherine d'Aragon, elle a fait plusieurs fausses couches. Donc, elle n'est plus du tout en âge d'avoir des enfants à ce moment-là, dans les années 1525, à partir de 1525. Et en plus, Henri VIII, il a eu un garçon, mais qui est illégitime, Henry Fitzroy. Mais du coup, comme il est illégitime, il a aucune importance. Il pourrait épouser la mère et rendre ça légitime, mais c'est pas possible. On pourrait toujours l'attaquer sur son illégitimité, en fait. Oui. Même s'il accédait au poste de roi, on lui dirait, mais de toute façon, t'es qu'un bâtard. Donc, Henri VIII se dit, oui, donc c'est pas moi le problème, vu que je suis arrivé à avoir un garçon avec une autre femme, globalement. Ah oui, c'est ce que je te dire, effectivement. Voilà. Et en plus, donc on l'a dit, mais Catherine d'Aragon, elle avait épousé Arthur, le frère aîné d'Henri, avant. Et donc, dans la Bible, il y a 2 extraits, un dans le Lévitique et un dans le Deutéronome. L'un dit que un homme ne doit pas épouser la femme de son frère, même si le frère est décédé, sinon il n'aura pas de descendance. Et un autre extrait dit que il est du rôle du frère de prendre soin de la veuve de son frère. Donc c'est tout à fait contradictoire. Et Henri VIII ne sait pas quoi faire de ça, globalement. Et donc en fait, il y a une crise religieuse à ce moment-là intérieure pour lui. Il est un peu perdu, globalement. Au-delà de ça, voilà, Anne Boleyn, elle lui plaît bien. Ça commence à lui échauffer un peu les oreilles, peut-être que le pape soit là. Donc voilà, il y a tout qui se mêle ici. C'est une crise sur tous les aspects, globalement. Et finalement, cette affaire du divorce, elle fournit la porte de sortie. Et donc comment ça se passe dans le reste du pays, même voilà, du point de vue national, entre guillemets, avec cette réforme religieuse, qu'est-ce que ça change ? Alors ce que ça change, en soi, pas grand-chose, et à la fois beaucoup de choses. Là-dessus, les travaux de Aude de Maisrac-Zanetti sont super intéressants parce qu'elle a étudié la liturgie sous Henri VIII. Donc ce qu'elle montre globalement, notamment dans sa thèse, c'est que la liturgie est changée dans le sens où on va enlever le pape de tous les bouquins de messe en fait. À chaque fois qu'il y a pape, on va rayer, on va mettre roi et reine à la place, ce genre de choses. Donc ça, c'est beaucoup de travail. Ça, c'est jusqu'à ce qu'on achète des nouvelles bibles, mais c'est quasiment 10 ans plus tard déjà. Mais d'un côté, ça change pas réellement la pratique quotidienne des gens. On a le journal intime d'un drapier qui s'appelle Henry Matchin, qui explique que lui, bon, voilà quoi, sa pratique de la religion, elle a pas changé. Il y a quand même des personnes, j'imagine, qui ont eu des soucis avec ça. Oui, notamment parce que il y a eu des lois promulguées comme quoi les membres du clergé devaient, disons, prêcher l'acte de suprématie, qui en fait fait d'Henri VIII le chef de l'Église d'Angleterre. Donc il fallait exalter ce fait auprès de la population, et certains ont refusé. Il y a aussi eu toute l'affaire de la dissolution des monastères, qui est une affaire juridique aussi menée par Cromwell, et qui a aliéné une partie de la population, mais qui s'est faite quand même.
Il y a beaucoup de changements religieux à cette époque-là, mais dans la pratique quotidienne des gens, c'est pas tant que ça. Je veux bien que tu nous racontes c'est quoi cette histoire de dissolution de monastère et c'était quoi le rôle de Thomas Cromwell? La dissolution des monastères, globalement, c'est en 1534 à peu près. C'est le moment où on se rend compte qu'il y a beaucoup de monastères qui, en fait, ils ont 2, 3, 4, 5 personnes, ils sont pas viables. En fait, il y a trop peu de moines et de moniales dedans, et de fait, on peut les fermer, et on peut replacer les moines et les moniales dans d'autres monastères. Alors évidemment, c'est très mal perçu par la population et par le clergé, mais il faut quand même voir que la couronne en retire une richesse monstrueuse, puisque du coup, toutes les terres de ces monastères, elles reviennent à la couronne. Voilà. Et ça, c'est beaucoup de travail. Il faut aller enquêter, donc Cromwell lance des commissions d'enquête, il faut aller voir, dire, et alors, comment, comme ci, comme ça. Il y a des abbés qui écrivent à Cromwell et qui disent, ah non, sauvez mon monastère, globalement, et je vous donnerai tant d'argent. Bon, alors, aujourd'hui, ce serait de la corruption, mais à l'époque, c'est pas exactement comme ça que ça marche. Conflit d'intérêt. Donc voilà, c'est toute cette affaire-là, de la dissolution des monastères aussi, et c'est ce qui a contribué à faire de Cromwell, à faire la légende noire de Cromwell. Parce que là, il est vu comme un illustratif sans cœur et tout ça. Oui. Parce qu'il est vu comme manœuvrant le roi aussi. On a l'impression que il se passait pas ça avant, mais maintenant tout à coup ça se passe. Alors que c'est pas tout à fait vrai, ça se passait déjà un petit peu avant. Gentlemen, I call this council meeting to order. Cromwell, do not sit there. There is no place for you. Traitors do not sit among gentlemen. My Lord Cromwell, you are arrested for treason. I ask you on your consciences, am I a traitor? Yes, traitor! On avance un peu dans sa vie, et donc, en 1540, soit après seulement 10 ans comme conseiller auprès du roi, Thomas Cromwell connaît une chute assez radicale. Là, on venait de le quitter en 1534, tout était bien, super, l'homme du roi, il gère ses affaires, ses mariages, ses monastères. Et qu'est-ce qui se passe là après pour qu'il tombe aussi bas ? Ce qui est intéressant, c'est que seulement quelques mois avant sa chute, il obtient le titre de comte d'Essex. Oh. Donc ça montre qu'il est encore dans les bonnes grâces du roi parce qu'il se fait anoblir en fait à ce moment-là. Mais à partir du milieu de l'année 1540, il y a plusieurs éléments qui se mêlent. D'abord, Henri VIII, il vient de se marier depuis le mois de janvier avec Anne de Clèves. Donc encore une nouvelle. Encore une nouvelle, mais il y en a une autre entre-temps. Il y a eu Jane Seymour aussi, mais elle est morte de cause naturelle. Oh, miskina. Et donc, il est peu satisfait de son mariage avec Anne de Clèves parce qu'elle ne lui plaît pas, du tout. Ni physiquement, ni quoi que ce soit. Donc, il se persuade de tout un tas de choses à son propos. Et il a l'impression que Cromwell lui a forcé la main dans ce mariage, parce que c'est Cromwell qui a négocié l'alliance avec le duché de Clèves. Et donc, il a l'impression maintenant qu'il est coincé dans ce mariage et ça le frustre. D'un autre côté, Cromwell, il mène aussi des actions de repérage qui sont pas vraiment officielles dans les États luthériens. Alors ça a toujours été le cas. Il envoie un peu des agents pour voir si on peut faire des alliances, comment ça se passe, etc. Notamment pour se prémunir potentiellement d'une guerre avec l'Espagne et la France. C'est quoi les États luthériens à cette époque-là ? C'est les États germaniques, d'accord, principalement. Et donc certains chuchotent à l'oreille du roi que peut-être Cromwell irait un petit peu loin là-dedans, que peut-être lui serait vraiment luthérien et qu'il essaierait de mener la couronne d'Angleterre vers le protestantisme, ce que le roi se refuse à faire, absolument. Et donc, le roi se laisse convaincre un peu de ça. Et dans un troisième temps, on l'a dit, mais Cromwell, il a une très grande influence à la cour, et donc qui dit très grande influence, dit très grand nombre d'ennemis, Et notamment parmi eux, Thomas Howard, Encore un Thomas. Mais il y a vraiment 3 prénoms à cette époque-là. Thomas, Henri, et puis voilà. Voilà. C'est le duc de Norfolk. Il y a une mésentente vraiment profonde entre lui et Cromwell. Apparemment, Norfolk penserait plus ou moins à raison que Cromwell l'a écarté de la cour pour limiter son influence sur le roi. C'est une situation un peu tendue, disons, parce que Cromwell s'est fait beaucoup d'ennemis. Et donc, ces ennemis-là s'allient dans une conspiration pour le faire chuter. Waouh, tu m'étonnes qu'il y ait eu des séries sur lui, c'est hyper romanesque. Absolument, et on sait beaucoup de détails là-dessus. Il est arrêté le 10 juin 1540. On sait qu'à 12h45, il se prépare pour aller en réunion, ce qu'on appellerait le Conseil des ministres aujourd'hui. Et on il sait met qu'à sa chaussette et tout ça. Voilà. Et on sait qu'à 15h, il est arrêté. La garde entre dans la salle du Conseil des ministres, et il est arrêté pour haute trahison. Et là, insulte suprême, le duc de Norfolk lui retire l'insigne de la jarretière, qui est cette espèce de grand collier en or que portent les ministres. C'est vraiment, on enlève la main du roi dans Game of Thrones, quoi, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ah ouais, mais c'est... On a tous ces détails parce que ça a été raconté et tout ça. Oui, ça a été décrit en détail par des gens qui ont assisté, et ce
qui nous sert bien aussi en termes de contexte, c'est que l'ambassadeur de Charles Quint à la cour, qui est un Français, il est très très prolixe dans les lettres qu'il envoie. Il envoie beaucoup de choses, plus ou moins vraies, mais c'est vraiment une petite poucave de bas étage. Et du coup, on sait vraiment beaucoup de choses. Donc blabla Pouki, et puis voilà. Voilà. Donc il a arrêté le 10 juin, pour haute trahison évidemment, quoi d'autre. Le 25 juillet, il est décapité, après un procès expéditif. Mais c'est même plus de la justice expéditive à ce niveau-là. C'est, en même temps, vu Henri VIII, vu le personnage, on n'est pas totalement surpris, mais c'est quand même hyper accéléré. Genre là, vraiment, Henri VIII avait totalement été convaincu par la conspiration contre lui. Là où on voit que c'était vraiment, vraiment expéditif en plus, c'est qu'au moment où il est arrêté, Cromwell, tout de suite, il y a des agents qui sont envoyés pour confisquer ses biens et pour confisquer ses lettres, notamment. Et donc, c'est là qu'on voit que c'est irréversible, parce que ça aurait été débile de lui prendre et ensuite de lui rendre ses biens. Donc, on voit que tout de suite, en fait, il était condamné. D'ailleurs, peut-être qu'il l'avait un peu vu venir, peut-être pas à ce degré-là, mais en tout cas, il avait demandé à des serviteurs de brûler une partie de ses documents. Ah zut, c'est pas cool pour les historiens ensuite, ça? Non, il nous manque beaucoup de choses, mais on a quand même pas mal de documents, donc ça, c'est bien. Et est-ce qu'on sait comment il a réagi à ce moment-là ou pas du tout? A priori, il y avait une forme de surprise. Dans la série Les Tudors, il est montré comme résistant à la garde et comme hurlant, mais il me semble que c'est assez hors contexte. Parce que ça sert à rien de résister contre les gardes, c'est pas les gardes qui prennent les décisions, ils vont pas le relâcher, enfin ça a pas de... Il est aussi peu probable que les gardes l'aient empoigné avec violence, parce que ça reste quand même un personnage éminent, donc... Et vu comme il était très technique et tout ça, en fait, il s'est dit... Enfin, il devait avoir compris et tout ça... Oui, il devait comprendre que c'était irréversible. D'ailleurs, il écrit quelques lettres depuis la Tour de Londres, entre le moment où il est emprisonné donc et la sa Tour de mort. Londres, c'est une prison, ouais. Oui, c'est la prison à ce moment-là. Et dans ses lettres, on voit bien qu'il est désespéré. En fait, là, finalement, le fait que ce qui lui était positif... Alors, je sais pas si c'est vrai, mais dis-moi si c'est ça, hein, mais... Ce que je comprends, c'est que le fait que ce qui était positif au début dans sa carrière, comme quoi il dépendait d'aucun cercle et que donc il était assez indépendant et self-made man, là c'est retourné contre lui parce qu'en fait il a pas eu assez d'alliance peut-être. Oui, il y a certainement eu un peu de ça, ou en tout cas le cercle de conspirateurs contre lui était tellement puissant, il y avait Norfolk dedans, que ça aurait été compliqué d'aller contre, surtout si le roi était convaincu. Si le roi était convaincu, c'était terminé quoi. Et donc tu me disais le 25 juillet, il est décapité. Oui, il est décapité après avoir, selon la coutume, reconnu ses péchés. Bon, après, il reconnaît pas réellement ses péchés, il dit qu'il a péché dans sa vie, mais qu'il a toujours bien servi son roi. Oh, donc il reste loyal quand même jusqu'au dernier moment. Oui, et ce qui est super intéressant, c'est qu'en mars 41, donc ça fait pas tout à fait un an que Cromwell est mort, Henri VIII s'énerve sur ses conseillers, sur ses ministres, et leur reproche de l'avoir privé du meilleur conseiller qu'il ait jamais eu, donc en parlant de Cromwell. Oh mon donc, Dieu. Une forme de regret peut-être. Oh là là. Et est-ce qu'on sait comment sa femme et ses enfants s'en sont sortis? Enfin, son fils du coup s'en est sorti. Alors oui, et c'est ça aussi, c'est super intéressant parce que ça a à voir avec cette affaire de regret peut-être d'Henri VIII, parce que Gregory Cromwell, il a été éduqué à Cambridge, il a eu une très bonne éducation, il est devenu courtisan, il a fait une carrière tout à fait correcte dans ce milieu, et seulement 5 mois après la mort de son père, alors que la famille, techniquement, elle devrait être... en disgrâce. Voilà, en disgrâce, il a été élevé au rang de baron. Donc, seulement 5 mois après... C'est très bizarre. Donc voilà, peut-être une forme de regret ou peut-être totalement autre chose. Ah oui, mais c'est vraiment une vie très romanesque. On a été très rapide, mais parce que voilà, effectivement, auditeurs, auditrices, on peut pas parler de tout et on voulait un peu vous évoquer certains points importants de sa vie. Mais après avoir raconté toute cette histoire, Blandine, raconte-nous comment est-ce que toi tu travailles sur Thomas Cromwell, donc à partir de quelle source? Donc ses lettres, c'est ça? Et donc il doit te manquer pas mal de choses. Alors moi je travaille sur donc ses lettres, les lettres qu'il a écrites et les lettres que ses secrétaires ont écrites pour lui aussi, parce que c'était très courant à l'époque de faire écrire des lettres par des secrétaires, et c'est pas parce que lui était secrétaire qu'il n'avait pas de secrétaire. Donc c'est des lettres qui sont envoyées à qui? Pourquoi? Ça parle de quoi? Alors elles sont envoyées à qui? À tout le monde. Ça peut être au roi, à des abbés, à des ministres, on a une lettre à Margaret d'Écosse, des lettres à Anne de Montmorency, enfin c'est des agents aussi quasiment non officiels, enfin vraiment tout comme lettres. Les seules lettres que je n'étudie pas, c'est celles dont on a le texte, mais on n'a pas le destinataire. On n'a pas le nom du destinataire, parce que ça me permet pas de faire des repérages très pertinents. Donc moi, j'étudie les lettres entre 1532 et 1540 inclus, donc ça fait 9 ans, et ça fait 323 lettres. Alors, c'est beaucoup, mais à la fois, c'est pas grand-chose par rapport à toutes les lettres que Cromwell il a dû écrire. Moi, je travaille à partir de la transcription. La transcription, elle a été réalisée en 1902 par Robert Bigelow Merriman. C'est une très bonne transcription. Donc, il a tout retranscrit toutes les lettres que tu étudies. Donc, il a tout retranscrit. Elles sont déjà toutes compilées, t'as pas à aller chercher partout dans les archives. Non. Et ça, c'est vraiment super. Après, il a pas modernisé l'orthographe, enfin, la graphie, disons. C'est encore l'anglais de la première modernité à ce moment-là. Ponctuellement aussi, je vais voir dans les manuscrits.
Et ça me demande un travail donc de paléographie. Et pour déchiffrer tout ça, voilà. C'est ça. Parce qu'il y a des erreurs parfois qui sont faites. Alors il y a des erreurs, il y a des ratures, il y a ce genre de choses et c'est intéressant de les voir. C'est intéressant de voir comment tout est disposé sur la page. Ça peut être révélateur. Ça permet Donc tu de vois donner des une bonne lettres idée. de la main de Thomas Cromwell dans tes recherches. Oui, absolument. Oh, c'est chouette ça. C'est un peu dispersé dans les archives, mais une fois qu'on sait où elles sont, tout est numérisé de toute façon, j'imagine. Non, tout n'est pas numérisé. Malheureusement, il y en a qui sont dans des collections privées, auquel cas il faut écrire aux archivistes et leur dire bonjour, est-ce que c'est possible? Et en général, contre une petite compensation financière, on envoie un scan. Donc tu dois payer pour pouvoir avoir accès parfois à certaines archives. Souvent oui. Peut-être que si j'allais sur place, je n'aurais pas à payer. Je n'ai jamais essayé. Tu devrais payer pour aller en Angleterre, mais donc en fait, toi, ça te revient même. Et puis surtout, il y a beaucoup de lettres qui sont dans les archives de Kew, c'est ce qu'on appelle le Public Record Office. Et là, il y a une grande partie des lettres, mais voilà, il y en a qui sont dans des collections privées, donc ça veut dire qu'il faudrait que j'aille dans plein d'endroits différents, et c'est pas l'objet principal de ma thèse. Mais tu voudrais pas à un moment te prévoir un petit voyage en Angleterre pour aller voir certains centres? Si, ça va se faire. Ah oui, parce que de toute façon là, au moment où on enregistre, ça fait même pas 1 an que t'as commencé ta thèse, donc c'est encore le début. Oui, c'est encore le début et j'espère que je vais tomber sur des trucs intéressants. Et déjà là, à partir des quelques mois que t'as commencé à faire, qu'est-ce que tu commences à mieux comprendre ou à apprendre à partir de cette correspondance? Ça permet, je trouve, de bien comprendre, peut-être pas encore la position que se donne Cromwell, mais en tout cas, comment il interagit avec les différents cercles auxquels il se confronte. On voit qu'il façonne sa propre image, il change de rhétorique en fonction de la personne à laquelle il s'adresse. Il est évident qu'il va pas s'adresser pareil au roi et à son secrétaire, par exemple. Mais donc, il façonne sa propre image, mais il façonne aussi un peu le destinataire. Il va un peu se débrouiller pour le faire aller dans son sens, voilà. Et il est très fin, il est très doué à ce jeu, et ça m'interpelle beaucoup la façon dont il fait ça. Et puis ça représente aussi beaucoup de travail sur la théorie de l'épistolaire, quels sont les enjeux qui sont inhérents à la forme épistolaire, ce genre de choses. Quelles sont les difficultés que tu rencontres? On en a déjà eu, je pense, un aperçu dans cet épisode, mais il y a beaucoup d'incertitudes. Parfois, on sait qu'il s'est peut-être passé quelque chose, et c'est un élément qui est là, qu'on a en tête, mais comme on n'est pas sûr, on peut pas réellement l'utiliser dans une interprétation de quelque chose. On peut faire des hypothèses, mais c'est un peu frustrant de pas avoir de certitude de ce point de vue-là. Et parfois aussi, mais ça je pense que c'est inhérent au travail de thèse, c'est difficile d'envisager tous les aspects d'une chose. Par exemple, voilà, on a parlé de la réforme, il y a des aspects politiques, des aspects religieux, un aspect aussi marital évident. Et à ce moment-là, c'est aussi le rôle de mes directeurs de thèse, Guillaume Coiden et François Pernaut, de me remettre sur le droit chemin. Alors, pour finir, Blandine, c'est un peu le rituel dans ce podcast. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui voudrait étudier l'Angleterre du début du XVIe siècle, ou peut-être un conseil de sujet qui mériterait d'être un peu plus étudié? Il y a vraiment beaucoup de choses à faire, parce que le XVe et le XVIe, ça a été un peu délaissé en études anglophones, en tout cas en France, par les chercheurs et les chercheuses. Il y a tellement de sujets passionnants, et souvent par rapport à la formation qu'on a, autant au lycée et parfois à la fac aussi, parfois on commence un peu à Shakespeare, quoi. En littérature, c'est dommage, il y a tellement d'autres choses avant qui sont vraiment passionnantes. Mais de fait, je ne saurais trop conseiller à quelqu'un qui voudrait se lancer là-dedans de faire de la paléographie. Alors c'est très difficile de trouver des groupes pour faire de la paléographie, notamment de la paléographie anglaise, mais ça permet tout de suite de se confronter aux sources, de voir ce que c'est, de voir ce qui se passe au plus proche du texte, et on se rend compte tout de suite en fait de si on aime ça ou pas, quoi. Désormais, chers auditeurs et auditrices, maintenant vous savez que Thomas Cromwell n'est pas Thomas More ni Olivier Cromwell. Vous savez qui était Thomas Cromwell. Donc ça, c'est grâce à toi. Donc merci beaucoup Blandine de Motz et bonne continuation pour ta thèse. Merci beaucoup Fanny. Et pour finir, comme d'habitude, vous savez, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller sur le site donc passionmédiéviste.fr. Il y a un onglet Passion moderniste avec un article qui accompagne cet épisode. Donc on vous a mis un résumé de l'épisode qui a été fait par Alizée Rodriguez, je la remercie, avec donc aussi des conseils de lecture donnés par Blandine. Je tiens à remercier, tant qu'on y est, Baptiste Mossière pour le montage de cet épisode. Un montage d'ailleurs permis grâce au soutien des personnes qui soutiennent Passion médiéviste et mes autres podcasts, donc Passion moderniste aussi. Si vous aussi vous voulez soutenir Passion médiéviste et compagnie, allez voir sur mon site, c'est passionmédiéviste.fr/soutenir. Voilà, je dis beaucoup Passion médiéviste, alors qu'on est dans Passion moderniste. D'ailleurs, si vous voulez écouter d'autres épisodes de Passion moderniste qui sont un petit peu en lien avec l'épisode du jour, alors en vrai, il n'y en a pas beaucoup, vu que, comme on l'a dit, on n'a pas beaucoup parlé d'histoire anglaise, mais pour le XVIe siècle, on avait fait donc 2 épisodes qui se passent pendant les guerres de religion. On avait l'épisode 4 sur la ville de Caen, donc on était un petit peu dans l'histoire anglaise, un petit peu. Et on avait aussi l'épisode 29 sur la
rumeur pendant les guerres de religion. Allez voir tout ça. Et dans le prochain épisode de Passion moderniste, alors en vrai, j'hésite encore entre 2 sujets. Donc, je ne préfère pas vous dire pour l'instant, mais ne vous inquiétez pas, ce sera quand même passionnant. Salut!